Une révolution Bitcoin en France, c'était la promesse. Un projet pour rendre le Bitcoin accessible à tous, porté par une figure bien connue de l'écosystème. Mais que se passe-t-il quand cette belle promesse se prend un mur, une critique vraiment, vraiment cinglante? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer l'analyse au vitriol de Florent Dias sur The Bitcoin Society, un projet qu'il décrit comme, en gros, une énorme occasion manquée. Alors accrochez-vous parce que ça va secouer. Et paf, on entre direct dans le vif du sujet. Le ton est donné, non? L'auteur, il ne parle pas d'une petite erreur de parcours, non. Il parle d'un spectacle tellement déconnecté qu'il en devient ridicule. Il ne s'attaque pas seulement au projet, mais à la manière dont il a été présenté, qu'il qualifie de caprice de parvenu. Ouch. Ça tape pile là où ça fait mal, en plein dans l'image que TBSO essayait de construire. Alors, du coup, on se demande, c'est quoi la vérité dans tout ça? Est-ce que The Bitcoin Society, c'est vraiment le sauveur qui va démocratiser le Bitcoin en Europe? Ou est-ce que c'est, comme le suggère l'auteur, juste une coquille vide, et une coquille vide assez dangereuse? Pour le savoir, il va falloir gratter un peu sous le vernis du marketing et regarder ce qu'il y a vraiment sous le capot. Bon, commençons par le commencement, la promesse. L'ambition affichée par Éric Larchevêque, elle est énorme, carrément. Créer la micro-stratégie européenne. Alors, petit rappel pour ceux qui ne suivent pas au jour le jour, MicroStrategy, c'est ce mastodonte américain qui a fait la une de tous les journaux en achetant des milliards et des milliards de dollars de Bitcoin. L'idée, c'était donc de faire pareil, de répliquer ce succès phénoménal, mais ici, en Europe. Et sur le papier, franchement, c'est séduisant. Il faut bien le reconnaître. Fini de se prendre la tête avec les clés privées, les exchanges compliqués. Là, on nous dit, vous voulez du Bitcoin? Facile. Vous achetez une action comme si vous achetiez une action Total Energy. Une porte d'entrée qui a l'air super simple, super régulée. Sauf que, d'après l'auteur, c'est justement là que le problème commence. Et là, on arrive au point qui fâche. Ce tableau, il met le doigt sur la différence capitale. Regardez bien. D'un côté, MicroStrategy. Eux, leur métier, c'est de vendre des logiciels. C'est une boîte qui tourne, qui fait rentrer de l'argent, qui a un cash flow. De l'autre côté, The Bitcoin Society. Il n'y a pas cette machine à cash. C'est ce qu'on appelle une holding pure. Et ça change absolument tout. Parce que la question, c'est 100 revenus qui rentrent tous les mois. Comment on paye les factures si jamais le marché du Bitcoin se casse la figure? C'est vraiment la question clé. Et ce manque de revenus, justement, ça nous amène pile au cœur du danger financier que l'auteur soulève. Et là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il qualifie la structure de TBSO de coquille vide à levier. Bon, ça sonne un peu technique comme ça, je sais. Mais derrière ce jargon, il y a un risque très, très concret pour les gens qui ont mis leur argent dedans. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, coquille vide à levier? Pour faire simple, imaginez une voiture de course sans moteur. Elle est superbe, elle en jette, mais pour avancer, elle dépend entièrement d'un truc, une pente. Tant que la route monte, autrement dit, tant que le prix du Bitcoin grimpe, tout va bien. Mais si la route devient plate, ou si ça commence à descendre, la voiture s'arrête. Elle n'a aucun moteur, aucun revenu à elle pour continuer sa route. Et c'est là qu'on voit le piège se refermer. Imaginons le scénario catastrophe. Enfin, même pas catastrophe, juste un marché qui stagne. Le prix du Bitcoin ne bouge plus. L'entreprise, elle, a toujours des salaires à payer, des frais à couvrir, mais pas de rentrée d'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée de nouvelles actions et elle les vend. C'est l'image classique du gâteau. On ne fait pas un plus gros gâteau, non, on coupe juste des parts de plus en plus petites. La part de chaque actionnaire de la première heure, elle diminue. C'est ça, la dilution. L'investissement perd de sa valeur, pas parce que le Bitcoin a baissé, mais parce que l'entreprise a dû, en quelque sorte, imprimer de la monnaie pour survivre. Et ça nous amène à cette idée qui est peut-être la plus percutante de toutes. L'auteur appelle ça l'asymétrie des gains. D'un côté de la balance, on a les fondateurs, les dirigeants. Eux, ils touchent leur salaire, leurs frais, que le Bitcoin monte, descende ou fasse du surplace. Et de l'autre côté, les petits investisseurs. Eux, ils sont sur un petit radeau et ils prennent tous les risques. C'est le fameux pile je gagne, face tu perds. Les gains potentiels sont pour les initiés, les pertes, elles, sont pour tout le monde. Ok, on a parlé finance, mais maintenant on passe à une critique peut-être encore plus profonde, une critique qui touche à l'âme même du projet. La question que pose l'auteur, c'est, en voulant à tout prix plaire à la finance traditionnelle, est-ce que The Bitcoin Society n'a pas tout simplement trahi l'esprit originel de Bitcoin? L'esprit de ce qu'on appelle les cypherpunks, ces pionniers qui voyaient Bitcoin avant tout comme un outil de liberté. Parce qu'il faut se souvenir d'où vient Bitcoin, à la base. Ce n'était pas juste un jouet technologique. C'était une philosophie, une idéologie même, un système financier conçu pour échapper au contrôle des banques, des États. Un système qui devait garantir la vie privée, l'anonymat et résister à la surveillance. Bref, un vrai outil de contre-pouvoir.
Et maintenant, on regarde la réalité de TSBO-TIO. Et là, c'est tout l'inverse. Fini l'anonymat. Pour acheter ne serait-ce qu'une seule action, il faut passer par toutes les cases de la réglementation, montrer patte blanche, donner son identité complète à l'AMF, le gendarme financier. On est à l'opposé total de l'idée de départ. On passe d'un système où on a besoin de la permission de personne à un système où, au contraire, il faut demander l'autorisation. Et l'auteur résume ça avec une phrase choc. C'est offrir le Bitcoin sur un plateau au fisc et aux régulateurs. C'est brutal, mais c'est limpide. L'outil qui a été créé pour être libre du contrôle de l'État devient, avec TBSO, le meilleur moyen pour ce même État de ficher tout le monde, de savoir précisément qui possède du Bitcoin et combien. Un vrai cheval de Troie en somme. Et on arrive maintenant à ce que l'auteur voit comme le plus grand ratage du projet. Et ce n'est même pas un ratage financier, c'est un naufrage culturel. Le problème, ce n'est pas tant ce que TBSO a fait, c'est tout ce qu'il n'a pas fait, avec tout l'argent et toute l'attention qu'il a réussi à attirer. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, un gâchis monumental. Il suffit de regarder où passe l'argent pour comprendre. Ce graphique, il parle de lui-même. Des millions d'euros qui partent en frais d'avocat, en com, en audit, bref, tout ça, c'est la grosse machine administrative et réglementaire. Et pendant ce temps, la part dédiée à ce qui compte vraiment pour l'auteur, c'est-à-dire construire un mouvement, éduquer les gens, diffuser les idées de liberté, elle est ridicule. C'est 1%, une aumône. Des millions pour l'emballage, des miettes pour le contenu. Et pour bien faire comprendre cette critique culturelle, l'auteur sort une analogie assez surprenante, un livre pour enfants, Le poisson arc-en-ciel. Je ne sais pas si ça rappelle des souvenirs à certains. En gros, dans cette histoire, le poisson est magnifique, avec ses écailles brillantes, mais pour se faire des amis, il doit les donner, une par une, jusqu'à devenir un poisson comme les autres. Et pour l'auteur, c'est exactement ça, The Bitcoin Society. Pour être accepté par la finance classique, le projet abandonne tout ce qui rend Bitcoin spécial et puissant, l'anonymat, la décentralisation, la résistance, il donne toutes ces belles écailles. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa critique. On ne change pas une culture, une mentalité, juste en lançant un nouveau produit financier, même s'il est coté en bourse. Pour l'auteur, une vraie révolution, ça se passe dans les têtes. Ça passe par l'éducation, par les histoires qu'on se raconte, par l'art, par les mythes qu'on construit. C'est un travail de fond, un travail de longue haleine. Et c'est un travail que TBSO, obsédé par la finance, aurait complètement zappé. Alors, au final, après ce tour d'horizon des critiques, que ce soit sur le plan financier, idéologique ou culturel, quel est le verdict de l'auteur sur ce projet qui se voulait si ambitieux ? Eh bien, le verdict final est sans appel. Pour l'auteur, TBSO, ce n'est pas du tout une porte d'entrée pour le grand public, c'est plutôt un boys club, un cercle fermé pour les riches et les initiés. Un projet qui, au lieu de combattre le contrôle de l'État, le renforce. Et au bout du compte, c'est juste une très mauvaise affaire pour le petit investisseur. Le conseil de l'auteur est donc ultra simple et direct. N'y touchez pas. Si Bitcoin intéresse, il vaut mieux l'acheter directement. Et on va terminer avec cette phrase qui va bien au-delà du cas de The Bitcoin Society. On ne combat pas le socialisme avec une action Euronext, on l'affronte avec des histoires, des mythes, de la pédagogie et de l'art. En fait, derrière toute cette critique, il y a une question fondamentale qui est posée. Pour vraiment changer les choses, est-ce qu'il faut se concentrer sur l'outil, l'argent, ou est-ce qu'il faut d'abord changer la culture, les mentalités ? Voilà, la question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.